tout d'abord, et l'application Slido qui va démarrer maintenant avant de partager mon écran. Voilà. Alors, si vous n'êtes pas encore à l'aise avec ces notions de RFI, PCP, OMC, FPCUP, je vous présente le programme que nous allons voir aujourd'hui. Donc, tout d'abord, une introduction pour vous familiariser avec le thème. Ensuite, une présentation du RFI FPCUP qui s'en suivra avec une présentation de Space for Cities et de sa consultation. Et ensuite, une partie de questions et réponses aux alentours de 14 heures pour enfin terminer avec une conclusion. Si, dans un deuxième temps, vous n'êtes toujours pas à l'aise avec ces acronymes, ou si vous avez des remarques, si vous vous questionnez sur les deux projets, si vous voulez plus de détails ou tout autre besoin à exprimer, nous vous invitons vivement à nous écrire via l'application Slido, soit dans la fenêtre qui apparaît à votre droite, dans la fenêtre de WebEx, soit via votre portable en scannant le QR code que vous avez à l'écran. Toutes les interactions auront lieu via Slido, non seulement car nous sommes nombreux cet après-midi, mais aussi pour être sûr de répondre à toutes les questions restantes une fois le webinaire terminé. Nous allons tester avec une première question à votre droite, normalement, la fonctionnalité de Slido. Donc, n'hésitez pas à répondre et nous dire si tout marche de manière optimale. Si jamais vous faites la fenêtre de Slido à votre droite, vous pouvez la rouvrir en cliquant sur les trois petits points en bas à droite de WebEx. Et dernière chose, pour la présentation de Space for Cities, nous y reviendrons, mais il s'agit d'une consultation, c'est-à-dire que nous allons vous poser également des questions pendant toute la présentation sur les exigences, etc. Et vos réponses, nous le garantissons, seront anonymisées et elles nous serviront à peaufiner le cahier des charges du projet. Donc voilà, nous comptons sur vous et rentrons peut-être dans le détail du sujet d'aujourd'hui. Quelques précisions, passer ces formalités pratiques. J'attire l'attention sur nos amis francophones en dehors de la France, sur le fait que vous ne pouvez candidater au RFI FPCUP qu'en partenariat avec des entités françaises qui seraient, et notamment une entité française chef de file. Concernant Space for Cities, le projet est européen, donc plus ouvert, et il concerne les entités éligibles à Horizon Europe. Nous y reviendrons aussi. En particulier, les activités de R&D doivent se conduire en France, en Belgique, au Luxembourg, en Tunisie ou au Canada, à au moins 50%. Le sujet du jour, donc, les applications spatiales pour les acteurs publics. Donc, les acteurs publics ont joué un grand rôle dans le développement des activités spatiales en identifiant, puisque les applications spatiales ont répondu à leurs besoins, et d'abord des besoins militaires, notamment dans le développement de l'observation de la Terre et de la navigation par satellite. Je précise toutefois que les deux projets que nous vous présentons aujourd'hui ne financeront pas des applications militaires, bien que spatiales. Aujourd'hui, un changement s'opère dans le spatial. Les acteurs publics ne sont plus seulement fournisseurs de données ou d'applications spatiales, c'est-à-dire qu'ils ne les créent plus eux-mêmes, mais ils sont également acheteurs. Et ce qui laisse de la place aux acteurs commerciaux, comme ceux qui sont présents aujourd'hui, et aux acteurs de la recherche également pour mener l'innovation. Nous l'avons précisé dans l'invitation, le marché à la louche des applications spatiales est de 20 milliards en 2023 dans le monde, et le marché est destiné à doubler avec par exemple 47 milliards rien que pour l'observation de la Terre en 2030. De nombreux rapports font état de ce constat. Donc, quels sont les cas d'usage typiques du spatial
Pour les acteurs publics, nous retrouvons des applications de services climatiques, donc de la météorologie, l'étude de la biodiversité, la sécurité publique et la gestion de crise, la protection des infrastructures critiques, l'urbanisme ou encore les transports publics. Donc, vous le voyez, les cas d'usage sont très divers et le spatial, dans le cycle de l'action politique, sert d'abord à la prédiction de certains événements, particulièrement naturels, au suivi et également à l'évaluation des politiques publiques. Nous y reviendrons aussi, notamment dans Space for Cities. Mais c'est une idée à garder pour les deux projets. Dernière chose, tous les acteurs publics sont concernés et sont des potentiels utilisateurs d'applications spatiales. Des agences nationales, comme les administrations publiques que sont les ministères, la sécurité civile ou encore des opérateurs de l'État tels que le CEREMA ou Météo France. Les acteurs régionaux également, avec les agences de l'énergie, les observatoires climatiques ou les agences de l'eau, ou encore les acteurs locaux, nous y reviendrons avec Space for Cities, les agents d'urbanisme, tels que les agences d'urbanisme, les EPCI ou les départements. Voilà pour le contexte. Nous commençons dès à présent avec la première opportunité de financement, le RFI FP Cup, des derniers du programme FP Cup. Et donc, pour cela, je vous présente Alexis Foussard, chargé de mission Copernicus et Observation de la Terre au ministère de la Transition écologique, et Robin Fèvre, chef de projet Aval au CNES, qui vont nous en expliquer davantage. Merci Alan. Je vais commencer. Donc, si tu peux passer à la prochaine slide, s'il te plaît. Donc, on va vous présenter cette RFI qui s'inscrit dans le cadre du programme de surveillance de la Terre de l'Union européenne, donc le programme Copernicus, donc qui est un programme civil qui fournit des données et des services de surveillance de l'environnement en accès libre et gratuit, avec pour objectif de soutenir notamment les politiques environnementales de l'Union européenne et de ses États membres. Ce programme est coordonné par la Commission européenne qui finance des actions de valorisation de ce programme, notamment dans le cadre du dispositif FP Cup, qui permet depuis 2018 de financer un certain nombre d'actions qui viennent soutenir le développement de l'usage du programme Copernicus. Donc des actions qui peuvent être de différentes natures, de formation et d'information, de dialogue avec les utilisateurs, ou encore de développement d'applications et de services en aval de Copernicus. Et donc, si tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît. La RFI s'inscrit dans le cadre d'une des actions de ce programme FP Cup qui est mené en France, donc avec le CNES, le ministère en charge de l'environnement, et puis comme partenaire, donc Aerospace Valley, et merci au passage pour l'aide dans l'organisation de ce webinaire, également le CEREMA, le pôle mer Bretagne-Atlantique et le Cluster Safe. C'est une action qui vise à développer l'usage de Copernicus par les acteurs publics en leur permettant de tester des solutions sur mesure qui vont utiliser les données et services générés par Copernicus. Elle vise également à contribuer au développement du côté des fournisseurs de solutions, de nouvelles solutions en aval de Copernicus et de faire la promotion de celles-ci. Et puis, plus généralement, elle va contribuer à renforcer le dialogue entre les utilisateurs et les utilisateurs potentiels de Copernicus, en particulier aujourd'hui les acteurs publics, et de leur faire connaître les solutions et les services qui sont déjà existants. Si tu peux passer à la slide suivante. Merci. Donc, pour implémenter cette action, le CNES a lancé une RFI, donc une demande d'information à destination des fournisseurs de services. Les répondants à cette demande d'information devront proposer une solution qui répond aux besoins d'un utilisateur public bien identifié, ça c'est un point important sur lequel on va revenir, avec lequel des échanges techniques auront déjà été entamés en amont du dépôt de la réponse. Et cette procédure est une phase de sourcing à l'issue de laquelle les lauréats sélectionnés
pourront se voir financer le développement d'une preuve de concept pour cette solution en collaboration avec l'utilisateur, le client prescripteur. Et donc, pour chaque solution, l'objectif est la mise en place d'un contrat de 34 000 € avec le CNES pour des travaux sur une durée de 4 mois. Et donc, cette action du programme FPCUP permettra de financer jusqu'à 5 preuves de concept pour un démarrage des travaux en janvier 2025. Slide suivante, s'il te plaît. Alors, concernant la nature des projets attendus, donc les réponses devront préfigurer le développement d'une preuve de concept pour une solution innovante qui viendra appuyer l'utilisateur public dans la mise en œuvre d'une de ces politiques. En termes de thématiques, les politiques publiques couvertes peuvent être celles qui sont visées en priorité par le programme Copernicus, donc l'environnement, le changement climatique ou la sécurité civile, mais ne sont pas limitées à celles-ci. Un point important, c'est donc que l'utilisation dans la solution de données ou d'informations générées par Copernicus est obligatoire. Donc, il peut s'agir soit des informations qui sont générées par les 6 services d'information thématiques de Copernicus. Donc, pour rappel, des services de surveillance de l'atmosphère, de l'environnement marin, des surfaces continentales et du climat, et des services de soutien à la gestion des urgences et à la sécurité. Les solutions peuvent aussi utiliser les données Copernicus issues des 6 familles de satellites Sentinelle, et bien sûr, les solutions qui combinent les deux sont possibles. Et pour finir, les solutions peuvent utiliser ces données Copernicus en combinaison avec d'autres données, donc quelques exemples non exhaustifs. Il peut s'agir d'autres données d'observation de la Terre ou de données socio-économiques qui peuvent être soit des données en open data, soit des données métiers qui vont être apportées par l'utilisateur public partenaire de la réponse. Il peut également s'agir d'autres données satellitaires, typiquement celles qui sont accessibles pour les institutionnels via le dispositif Dynamis. Et là, il y a, voilà, sur la liste est non exhaustive. Voilà pour la nature des projets attendus. Et donc, je vais laisser Robin détailler les critères d'éligibilité et de sélection. Merci Alexis. Bonjour à tous. Donc, comme vous avez pu voir en fait dans le règlement de la RFI, en termes de critères d'éligibilité, déjà, forcément, il faut soumettre un dossier en temps et en heure. Donc, on rappelle la deadline, le 31 octobre à 16 h. Donc, ne vous trompez pas sur l'heure, 18 h, ce sera trop tard. Ça sera sous forme électronique absolument via la plateforme du CNES. En aucun cas, c'est à envoyer à la liste de contacts qui est mentionnée à la fin. Nous, on n'est pas chargé de réceptionner les offres, donc ça se fait vraiment via la plateforme électronique du CNES. Pour cela, me semble-t-il, ça nécessite de créer un compte. Donc, c'est aussi des choses, pour ceux qui ne sont peut-être pas habitués à cette plateforme des marchés du CNES, c'est des choses qui sont à anticiper. Et je vous invite à ne pas vous en préoccuper seulement le dernier jour, mais de tester quelques jours avant que tout fonctionne. Donc le dossier doit être complet en termes d'informations et respecter le format imposé. Alors on n'a pas mis dans le dossier de cadre de réponse, mais dans les annexes, on vous a indiqué les parties, les éléments qu'on souhaite voir apparaître et les longueurs indicatives pour chacune. Merci d'avance de respecter ces nombres de pages. Donc voilà. Au niveau du projet, on attend à ce qu'il y ait une identification explicite de l'utilisateur final, hein, donc comme le disait Alexis, du client prescripteur du besoin, qui doit être une entité publique française, donc une collectivité, un service de l'État, un établissement public, ou comment dire, une structure qui a une délégation de service public et qui sera utilisatrice de ce produit ou du service qui sera développé dans le cadre du projet. Au niveau du projet, on s'attachera aussi au caractère innovant du
besoin et de la solution. Et aussi, on veillera à ce que le travail qui est proposé n'est pas financé par ailleurs dans un autre cadre, dans un autre projet. En aucun cas, on vient apporter un cofinancement quelconque, on est vraiment sur une solution, une problématique unique. Au niveau des porteurs, il doit être déposé par un porteur unique en termes de représentants, c'est-à-dire que le CNES, après, in fine, va contractualiser avec un seul représentant. Soit les consortiums sont autorisés, mais contractuellement, il n'y aura qu'un seul partenaire qui recevra l'argent. Et la condition, c'est que la société soit désignée comme, s'il y a un consortium, qu'une société, soit, comme je disais, soit désignée comme chef de file et soit le représentant contractuel. Ça doit être porté par une société immatriculée en France et enregistrée au registre du commerce de société à la date du dépôt du dossier. Donc, idéalement, c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé, mais idéalement, si vous pouvez joindre un extrait CABIS au moment du dépôt du dossier, ça serait bien. De toute façon, notre service achat va aussi procéder à des vérifications ultérieures et notamment s'assurer que la société qui répond est à jour de ses obligations fiscales et sociales. Voilà. Donc, c'est des choses, somme toute, assez communes pour ceux qui ont l'habitude de répondre à des appels à projets ou des appels d'offres. Voilà. Prochaine slide, Alan, s'il te plaît. Au niveau des critères de sélection, donc là, il n'y a pas d'innovation, enfin pas de, comment dire, par rapport au règlement, c'est les mêmes critères qu'on a rapportés. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on va s'attacher au caractère innovant et à la valeur ajoutée que va apporter le projet, en fait, la solution proposée. Donc, caractère innovant, comme je disais, par rapport à un état de l'art. Donc, voilà, à ça, est-ce que c'est un apport? Une utilisation innovante des données, des informations fournies par Copernicus, alors qu'elles soient couplées ou non avec d'autres données. Et le fait qu'il y a un développement d'un nouveau produit ou service, enfin, avec une forte innovation, forte valeur ajoutée, et qui est une perspective à terme de mise sur le marché. Pas que ce soit seulement un démonstrateur, mais qui est aussi une perspective de généralisation et de commercialisation par la suite. On va s'attacher à la maturité technologique suffisante du projet, parce que c'est vrai que le projet est court, le financement est peu conséquent, mais on vise à un niveau, comment dire, TRL assez élevé. Donc, on ne veut pas des projets qui partent comment dire, d'activités de R&D. On veut quand même que ce soit qu'il y ait un certain background qui soit mis en valeur et qu'on puisse très facilement, au cours des 4 mois du projet, arriver à une implémentation opérationnelle chez le client prescripteur. On veillera vraiment à l'engagement sincère du utilisateur public dans la réponse que vous allez apporter et aussi à la valeur ajoutée que ça peut amener pour appuyer les politiques publiques qu'il mène. Donc voilà. Donc j'insiste à l'engagement et motivation de l'utilisateur. Comment dire, la solution doit être travaillée en amont vraiment avec l'utilisateur prescripteur et dans le dossier, enfin vous pouvez aussi joindre une preuve, ça sera bien vu, une preuve d'engagement en fait de l'utilisateur final sur le besoin exprimé et le suivi de la réalisation de la prestation. Au niveau de l'impact du projet, donc la qualité et la robustesse du modèle économique et du plan d'affaires proposé. Alors, je ne sais plus dans quelle manière on a détaillé dans le modèle de cadre de réponse. C'est quand même des éléments qui sont, comment dire, qui sont bien éprouvés maintenant. Et je vous invite à vous inspirer du business model Canva de la BPI qui donne un très bon cadre pour ce genre de réflexion et qui permet de mettre en évidence en fait les aspects sur lesquels il convient de réfléchir quand on veut proposer un modèle économique. Alors là, certes, le dossier de réponse, on n'est pas sur un projet où on demande des pages sur un modèle économique, mais dans
la longueur impartie, au moins essayer d'adresser toutes ces composantes du business model Canva. Et dernier critère, donc la capacité du répondant à apporter le projet. La capacité opérationnelle, enfin technique et financière. Donc, il faut quand même que ce soit un porteur crédible et qui est crédible aussi dans son organisation et dans les compétences techniques qu'il peut faire valoir pour mettre à bien ce projet. Voilà. En termes de calendrier, donc c'est vrai que ce webinaire arrive déjà un mois après le lancement du RFI. On a mis AAP, mais c'est pas un appel à projet, hein, c'est bien une RFI. Néanmoins, il reste 3 semaines à partir d'aujourd'hui, donc ça laisse quand même le temps de faire des choses. Donc la deadline, je le disais, 31 octobre à 16h, bien veiller à respecter l'heure. Présélection en vue des auditions, ça se fera la semaine du 4 au 8 novembre. Alors pourquoi présélection? C'est indiqué dans le règlement, on va présélectionner jusqu'à 12 réponses, meilleures réponses, enfin jugées meilleures réponses, en vue d'auditions qui auront lieu le 19 novembre à Toulouse. Et à l'issue de ces 12 auditions, on procédera, le comité de sélection en fait, procédera à la sélection des 5 lauréats. Et entre fin novembre, décembre, ça sera toute une phase de contractualisation avec le CNES. Et pour que les contrats soient effectifs à la rentrée de janvier 2025 et que les travaux puissent commencer à ce moment-là. Voilà. Et je crois que j'ai fini, me semble-t-il. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les dans le Slido. Donc, on a rappelé le lien vers la plateforme des marchés du CNES. Donc, le lien est à la fois, vous pouvez scanner le QR code. Pour demande d'information, vous pouvez nous les adresser directement. Vous pouvez aussi sur la plateforme poser des questions, elles seront relayées, on les adressera aussi. Et dans le règlement de la RFI, on a mis aussi d'autres contacts en fait, de toutes les parties prenantes du projet, donc qui sont les pôles et le CEREMA. Et vous pouvez aussi vous adresser à eux si vous avez besoin d'aide sur du matchmaking un petit peu plus régional ou un petit peu plus thématique. Voilà, vous pouvez cibler ces parties prenantes-là aussi. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, on va regarder. On verra les questions en fin de session, peut-être. D'accord. Voir s'il y en a des nouvelles qui s'affichent. Moi, je voulais juste rajouter que chez Aerospace Valley, on peut vous aider sur la production des dossiers si besoin. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, on va aussi sortir un AMI prochainement sur les applications spatiales. Alors, ça devrait sortir à la fin de ce mois ou plus tard. On vous tiendra au courant. Et je passe la main à Alan, peut-être, pour la suite. Oui, merci, merci Robin, merci Alexis pardon, pour vos présentations. Merci Sylvie pour tes questions. Je vois déjà des questions dans le Slido. Je propose qu'on en prenne une ou deux comme on est un peu en avance dans le programme. On nous demande quelle est la vocation des exemples proposés. Je ne sais pas lequel de vous peut répondre, Robin, peut-être? Oui, peu importe où, Alexis. Alors, la vocation des exemples proposés, les exemples proposés sont des cas d'usage, enfin des besoins réels qui ont été vraiment exprimés. Donc, il y a un petit peu de détail qui a été mis. Il y a l'utilisateur final qui a été indiqué. C'est des besoins qui peuvent être
retravailler. Mais en tout cas, voilà, c'est des besoins qui ont été exprimés, qui ont été remontés. On les a mis à titre illustratif, soit pour vous indiquer que ce besoin existe et si vous êtes compétent en la matière et que vous avez des choses à apporter, vous pouvez prendre contact avec les parties prenantes pour travailler ce besoin, soit ça vous permet de voir, d'illustrer quel type de besoin pourrait être adressé dans ce cadre de RFI. Donc voilà, les deux aspects, soit vraiment pour le travailler, soit pour préfigurer ce que pourrait être un besoin. Je ne sais pas si ça répond à la question. Alexis, un complément peut-être? Non, c'était C'est bon. Alors, on nous demande aussi, je crois que Robin, tu l'avais cité, quel niveau de TRL de départ est envisagé? Alors, j'ai cité le TRL d'arrivée, on est sur 6-7, hein, donc enfin, TRL ou ARL, parce qu'on est plutôt sur les applications. Donc là, on veut une démonstration, on vise une démonstration en milieu opérationnel chez le client, quand même, enfin, un niveau assez poussé. Il n'y a pas d'exigence sur le niveau TRL ou ARL de base, mais comme je le disais, on ne veut pas on n'attend pas des éléments qui parlent d'activités de R&D. Parce que sur 4 mois de projet, on n'a pas le temps de partir sur des activités de R&D. Donc, il faut partir faut, comment dire, se baser sur des méthodes qui sont déjà éprouvées par le porteur de solution, qui maîtrise déjà un minimum. Voilà, mais je ne peux pas dire de niveau TRL, ARL comme ça, parce que j'ai pas l'échelle sous les yeux. Mais voilà, on veillera à juger le niveau de maturité de base. Voilà, ça fera aussi partie des éléments de crédibilité dans l'appréciation du projet. Je ne sais pas si tu veux compléter, Alexis. Non, c'est clair, voilà, c'est à voir par rapport à l'enveloppe allouée à chaque projet. C'est ça. C'est compliqué de partir de très loin en si peu de temps et avec peu de moyens. Je vois une question sur l'entité publique. Je te laisse répondre, Alexis, si tu veux. Oui, donc quand vous dites identifier explicitement une entité publique, cela veut dire la nommer. Oui, donc comme on l'expliquait, on attend que les utilisateurs publics aient été associés en amont du dépôt des dossiers. Donc, on attend que le dossier désigne l'utilisateur au sens l'institution dont il fait partie, également un point de contact dans cette institution. Et dans le dossier, vous pouvez notamment annexer une lettre d'intérêt de l'utilisateur voilà, qui explique son soutien à la démarche. Donc c'est facultatif, mais ce sera un élément important dans l'appréciation d'un des critères de sélection. Donc oui, on demande beaucoup plus que simplement de nommer une institution qui pourrait potentiellement être utilisatrice. Il faut vraiment qu'il y ait eu un travail de fait avec cette entité publique. Une question qui repart dans la direction plutôt des exemples que vous avez proposés dans le cahier des charges. Quels sont les exemples? Est-ce que ces exemples seront choisis en priorité dans vos critères de sélection? Les exemples proposés ne seront pas choisis en priorité, même si en fait ils ont passé, disons, les premiers filtres d'évaluation qu'ont fait les partenaires. Ça veut dire que ce sont quand même des exemples qui ont de bonnes chances de remplir de manière satisfaisante certains des critères en termes d'engagement de l'utilisateur, de réponse notamment réponse à un besoin bien identifié. Mais voilà, après ça repassera à la sélection comme les autres dossiers s'il y a des choses qui sont déposées qui se rapportent à ces 4 exemples-là. Tout à fait, c'est vraiment des pré-sujets sur lesquels on voulait mettre en exemple et sur lesquels on a veillé au fait que ça puisse être adressé par Copernicus, par exemple, ce genre de critères-là. Donc, voilà. Mais non, il n'y a pas de priorité particulière. Je vois une question,
j'aimerais bien qu'on y réponde maintenant pour que ce soit clair aussi pour la suite, Alan. Comment articuler ce qu'on appelle FPCUP et Space for Cities? Alors, dans l'absolu, il n'y a pas d'articulation. On a profité on a mutualisé, on a profité de ce webinaire pour mutualiser les informations, mais il n'y a pas d'articulation, à mon sens, entre les deux projets. Je me permets de préciser qu'il faut faire attention au double financement européen. En tout cas, voilà, si c'est deux sources de financement, évidemment, pour un même projet, c'est interdit. Donc, cela vous rend directement inéligible à Space for City. C'est probablement... et oui, voilà, dans ce sens-là, puisque le calendrier, votre calendrier est plus avancé du côté du RFI. Les articulations, peut-être à la fin du RFI FPCUP, vous pouvez vous appuyer sur un tel projet si vous avez été sélectionné pour candidater à Space for Cities. Voilà. Nous, je vais en reparler juste après, mais on est à la recherche de projets qui potentiellement ont déjà été testés. C'est pas obligatoire, mais c'est toujours un avantage dans une proposition. Et l'optique de Space for Cities, si votre solution présentée dans le RFI FPCUP peut s'appliquer à une collectivité locale, elle peut être mise à l'échelle dans Space for Cities, par exemple. Ça peut être une très bonne opportunité de combiner les deux. C'est plutôt capitaliser là-dessus pour, en termes d'expérience, de référence, quoi, dans la perspective de Space for Cities. Alors, moi, je rajouterais que pour les entités publiques qui ont des besoins, elles peuvent s'adresser à nous, Aerospace Valley, et on les mettra en contact avec les fournisseurs de solutions qui nous paraissent les plus appropriés selon le besoin. Par rapport à une question qui a été posée. Pour compléter sur ce point, en fin du dossier de RFI, vous avez l'ensemble des partenaires de l'action, également le pôle mer Bretagne-Atlantique, le cluster SAFE, qui peuvent aussi aider à faire ces mises en relation, et donc avec chacun finalement leur spécialisation en termes de périmètre géographique et aussi en termes de périmètre géographique. Donc voilà, vous avez plusieurs interlocuteurs qui peuvent vous accompagner si besoin de mise en relation. Une dernière question qui vient d'émerger. J'ai cru comprendre qu'il fallait déjà contacté un service public en amont de la soumission. Et donc peut-être il est donc un peu tard aujourd'hui pour s'engager sur ce premier contact. Y aura-t-il un second lancement? Alors effectivement, oui, il faut avoir contacté, il faut avoir déjà, créé un lien, enfin une espèce de partenariat avec l'utilisateur. Il est tard, il reste 3 semaines, rien n'est impossible. Et non, il n'y aura pas malheureusement de second lancement, parce que là, on est vraiment dans le cadre d'une action du programme FPCUP. Et ce programme, en fait, se termine d'ici 1 an, donc il n'y aura pas d'action de ce type qui sera renouvelée. Voilà. Une nouvelle question, peut-être. Ouais, puis ce sera la dernière. On reprendra la partie questions-réponses à la fin du webinaire. Concernant l'exemple du CEREMA, lié au suivi du trait de côte, il existe déjà des services opérationnels en France pour adresser le besoin et la demande est redondante à l'appel d'offres de France 2030 côtier. Oui, pour compléter là-dessus, ça c'est quelque chose qui va être apprécié à 2 endroits. Les éventuelles redondances, déjà dans le caractère innovant de la solution. S'il y a déjà un service opérationnel qui existe, c'est qu'on est sur un besoin pour lequel il y a une solution très mature. Et puis également, en termes de valeur ajoutée pour l'utilisateur public, c'est sûr que si le service qu'il attend n'a pas de plus-value par rapport à ce qui est déjà fourni par des institutions, ce sera pris en compte dans le processus de sélection. Il y a une dernière question, peut-être vite fait. Si nous sommes une entité publique ayant un besoin, il faudrait donc contacter un potentiel pourvoyeur de solutions pour qu'il réponde au FPCUP. Tout à fait.
où les pôles peuvent faire, et le CEREMA peuvent faire Voilà, effectivement, les partenaires de l'action C'est pendant la réponse de Sylvie tout à l'heure, je crois. Voilà. Cette ils question. peuvent faire du matchmaking. Voilà, donc merci à tous pour vos questions. Merci encore Alexis, Robin pour vos présentations. Merci à Sylvie aussi pour la modération. Donc le Slido est toujours ouvert et cette fois-ci nous changeons de projet avec la présentation de Space for Cities et de sa consultation ouverte. Donc voilà, la charte graphique est un petit peu plus colorée, signe que nous arrivons dans une présentation de Space for Cities. Et d'ailleurs, je ne me suis pas présenté. Donc, Alain Mandrion, chargé de projet espace chez Aerospace Valley, et donc en charge de Space for Cities pour le pôle. Alors, le Space for Cities se traduit, est un projet de PCP, donc, dont la traduction est achat public avant commercialisation. Et nous y reviendrons dans une slide ultérieure. Et en résumé, l'objectif général du projet, c'est de développer des applications spatiales pour améliorer la gestion des espaces publics urbains et notamment d'avoir une gestion dynamique de ces espaces publics pour les villes. Le budget est d'environ 5 millions d'euros, financé par le programme de recherche et développement de la Commission européenne Horizon Europe, dont 2,87 millions vont directement vers le financement des soumissionnaires, donc des fournisseurs de solutions, que vous soyez une entreprise ou un centre de recherche. Nous y reviendrons également par la suite en ce qui concerne l'éligibilité des entreprises, des organisations. La durée du projet, donc nous avons commencé le projet en février 2024, il dure 3 ans et demi, ça terminera à l'été 2027. Notamment, le développement des démonstrateurs durera environ 2 ans. Donc, nous sommes actuellement dans une phase avant les démonstrateurs de consultation que je vous présenterai également après. Le projet est est supervisé par l'agence du programme spatial de l'UE, EUSPA. Donc, il consiste en trois phases principales, plus la consultation que nous sommes actuellement en train de mener en tant qu'Aerospace Valley. Vous le voyez, nous sommes le partenaire expert du projet. Le consortium est composé de 5 acheteurs publics, donc des villes de grande taille européenne, donc Helsinki, le coordinateur, mais également Amsterdam, Gand, Guimarães et la région de Attique en Grèce, qui sera l'acheteur public pour la ville d'Athènes. Le dernier partenaire est un réseau de villes. C'est pour ça que quand on pense à de certaines synergies entre Space for Cities et le RFI, nous avons aussi dans nos webinaires de nombreuses villes qui sont intéressées par les projets, donc on peut vous aider à mettre en contact vous mettre en contact avec une ville. Et donc, ce réseau de villes a pour principale mission de trouver 10 villes qu'on appelle réplicatrices, pardon pour les anglicismes, qui permettront aux solutions d'être mises à l'échelle, donc non seulement avec leur acheteur public, l'acheteur public final, mais aussi avec 2 autres villes réplicatrices. Donc. Qu'est-ce qu'une OMC? Donc, l'OMC, on peut la traduire par une consultation ouverte. C'est une phase obligatoire dans les PCP qui sont mises en place par la Commission européenne. Les objectifs sont multiples et on part du principe dans une consultation ouverte que un bon appel à projet est rédigé grâce au dialogue entre, d'une part, l'offre et d'autre part, la demande. Donc, entre acheteurs publics et potentiels soumissionnaires. Les sous-objectifs, on va dire, sont de s'assurer de la faisabilité du cahier des charges, mais également des exigences et du calendrier et du budget du PCP, que je vais vous présenter par la suite. L'objectif principal aussi pour vous, c'est de pouvoir influencer les exigences et les critères de sélection.
Alors, dans une moindre mesure, puisque nous serons les acheteurs publics seront toujours les derniers décisionnaires. Le troisième objectif, c'est de dresser un état de l'art le plus complet possible des technologies et des cas d'usage liés aux défis urbains. Et le dernier intérêt, c'est évidemment de susciter l'intérêt pour le projet avec une série de webinaires et d'autres activités. Donc, tant du côté de l'offre, comme aujourd'hui, invitant les fournisseurs et en présentant le projet aux fournisseurs, qu'aux acheteurs publics potentiels. Donc, nous avons fait une série de webinaires pour les villes précédemment. D'ailleurs, dans lesquels nous avons intéressé plus d'une centaine de villes dans toute l'Europe. Alors, la question maintenant, c'est comment on crée du dialogue entre des fournisseurs et des villes. Donc, nous avons plusieurs activités dans cette OMC. Tout d'abord, les webinaires, comme aujourd'hui, une série de webinaires en langue locale, donc dans les langues locales des partenaires du projet. Donc, nous avons en Grèce, au Portugal, etc., des webinaires dans les langues locales, mais aussi des webinaires en anglais pour présenter ici plutôt les besoins des villes. Et donc, je vous invite à regarder les enregistrements sur le site du projet ou sur YouTube, puisqu'aujourd'hui, nous allons... je n'ai pas la légitimité de parler pour les acheteurs publics, donc la partie sur les défis que connaissent les villes sera moins fournie. Très important pour vous, potentiels fournisseurs, une enquête est ouverte dans laquelle vous pouvez prendre le temps de poser vos remarques, vos mots et vos idées. Et elle vous permet également de mieux comprendre les villes et ainsi de faire émerger des idées dans l'optique de postuler, de candidater au projet. Nous avons aussi un questionnaire pour les villes, puisque certaines se sont manifestées dans le chat. Un questionnaire pour valider les défis des villes et montrer la pertinence de ces défis pour toutes les villes européennes. Donc également à trouver sur le site du projet, mais ce n'est pas le sujet de la présentation d'aujourd'hui. Nous avons également une adresse email pour poser vos questions et un compte, une communauté sur LinkedIn si vous voulez des réponses peut-être plus interactives ou également bénéficier de certaines informations liées aux applications spatiales et aux villes. Et enfin, pour les fournisseurs qui recherchent des partenaires, nous avons un annuaire ouvert jusqu'à l'appel d'offres qui sera ouvert en janvier 2025. Et donc, vous pouvez déjà y trouver une trentaine de centres de recherche privés ou publics ou d'entreprises qui sont à la recherche de partenaires. Donc pour cela, il faut répondre à un questionnaire très rapide. Je me permets de préciser que la consultation est bien nommée, elle est ouverte, et donc c'est un processus transparent, c'est-à-dire que toutes les questions qui nous sont adressées doivent être publiées sur le site. Et donc, à ce titre, je vous conseille très vivement de regarder régulièrement la FAQ sur notre site, puisqu'elle est mise à jour à chaque fois que des questions auxquelles il n'y a pas eu de réponse sont adressées. Voilà, c'est donc là une vision assez générale de l'OMC. Que dire de plus? L'OMC s'arrête début novembre, donc il vous reste environ un mois pour participer à toutes ces activités. Et donc évidemment, elles vont influencer l'appel d'offres, le cahier des charges qui sera lancé en janvier 2025. Donc passons maintenant aux défis des villes. Pour comprendre leurs principaux besoins, donc les villes ont commencé à identifier leurs besoins depuis le début du projet, février 2024. Et elles sont arrivées à une structure en 3 strates. La première strate s'appelle les défis. Donc vous les voyez, les 3 devant vous. L'adaptation au changement climatique, la mobilité urbaine et l'aménagement du territoire ou l'urbanisme. Ces défis, challenge, sont subdivisés en sous-challenges, sous-défis, pour vous permettre de mieux comprendre les besoins et les attentes des défis.
Et ces sous-défis sont eux-mêmes subdivisés en cas d'usage qui ne sont pas publiés pour l'instant, mais que vous retrouverez dans l'appel d'offres en janvier 2025. Et j'insiste sur le fait que ces cas d'usage ne seront pas obligatoires, mais indicatifs. Les villes voulant laisser une grande marge de manœuvre aux soumissionnaires pour développer des solutions innovantes. Donc voilà, vous les retrouverez en janvier 2025 dans l'appel d'offres, le cahier des charges. Également, une carte blanche, un défi carte blanche est proposé par les villes. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez répondre à un besoin qui ne serait pas encore identifié par les villes. Mais cette carte blanche doit évidemment répondre à l'objectif général du projet, qui, je le rappelle, est de permettre une gestion améliorée et dynamique des espaces publics. Donc, je souligne également un besoin qui s'applique même à la carte blanche et à tous les défis. Les villes, les acheteurs publics de Space for Cities et a fortiori en Europe ne souhaitent pas dans ce projet acheter une carte ou un service qui leur permet de dresser l'état d'un phénomène ou d'un problème. L'objectif, c'est vraiment d'avoir un service dynamique, potentiellement en utilisant des données en temps réel, pour répondre à des problématiques d'aide à la décision, notamment. Voilà, je ne vais pas m'étendre plus sur le défi parce que ma légitimité est limitée, mais je suis disposé à répondre à vos questions dans le Slido, évidemment. Alors maintenant, comment nous allons sélectionner vos propositions, vos potentielles propositions. Donc les règles du jeu, elles passent par des exigences, comme dans le RFI FPCup. Les exigences, pour le moment, sont très générales, vous allez le voir. Et elles s'appliquent à tous les défis et sous-défis. Nous avons un seul cahier des charges pour les 3 défis. N'attendez pas 3 cahiers des charges pour chaque défi. Dans l'appel d'offres, il y aura des exigences obligatoires, on va dire, et des options, donc des nice to have, qui vous apporteront des points bonus et vous permettront de vous différencier des propositions concurrentes. Malheureusement, elles ne sont pas encore disponibles, les villes travaillent encore dessus. Et les exigences et critères de sélection que je vais vous présenter dans un instant, je le rappelle, ne sont pas définitives, et c'est tout le but de ce webinaire et de la consultation, c'est de nourrir de vos avis et de vos remarques le cahier des charges. Voilà. Donc, entrons directement dans les 3 types d'exigences du cahier des charges. Et donc, ce cahier des charges est défini par notre agence, notre bailleur de fonds, IUSPA. Donc, nous devons respecter cette structure qui exige donc 3 parties. Une partie fonctionnelle, donc ce que votre solution doit faire, très brièvement. La partie non fonctionnelle, sur ce que votre solution accomplit pour la ville au sens large, voire même la société. Et une partie faisabilité, où vous devez nous montrer que vous pouvez et que vous savez fournir une solution viable. Alors, rentrons en détail dans les exigences fonctionnelles tout d'abord. Les exigences fonctionnelles, ce sont celles qui se rapportent à la solution elle-même. Donc, elles ne sont pas toujours techniques, comme dans certains cahiers des charges. Et comme je vous le disais, IUSPA nous impose en premier lieu la structure du cahier des charges, mais aussi, et c'est tout le but du projet, d'utiliser des données spatiales. Et donc, par données spatiales, dans Space for Cities, nous entendons les programmes. Alors, c'est données et services, d'ailleurs. Les données et services des programmes Copernicus et ou Galileo. Elles sont essentielles. Donc, je ne vais pas répéter ce qui a été dit par Alexis dans le RFI FPCup. Les données des sentinelles, les données des services Copernicus, les données des hubs Copernicus également, ou des missions contributrices sont acceptées dans Space for Cities. Et vous pouvez par exemple y accéder grâce au Copernicus Data Ecosystem.
Galileo, pardon. Alors, les services principalement ciblés sont le service ouvert, OS, et le service HAS, mais vous pouvez également proposer des solutions avec des services plus précis. Le PRS n'est cependant pas éligible, puisque les villes n'ont pas accès à ces services. J'insiste sur comment dire, la potentialité d'utiliser des applications ou des synergies entre Copernicus et Galileo. C'est des choses qui sont encore à un état très peu mature sur le marché. Donc, par exemple, EUSPA identifie quelques cas d'usage qui pourraient bénéficier des deux programmes, comme la renaturation et la végétalisation de la ville, la modélisation de l'espace urbain, notamment en 3D, ou les jumeaux numériques. Peut-être un cas d'usage plus facile concerne aussi l'arpentage et les levées de terrain. Bref, la cartographie des zones urbaines. Je précise que dans données spatiales, nous sommes aussi ouverts et même friands d'intégration entre données spatiales, entre données et services spatials européens et données commerciales, puisque l'intégration des différents types de données est un enjeu clé du projet, que ces données soient spatiales ou socio-économiques, démographiques, et autres données dont les villes, que les villes sont en train d'identifier d'ailleurs, et que vous pourrez utiliser. Par rapport à la gestion dynamique, ici, c'est ce que je disais précédemment, le service doit être dynamique, donc si possible en temps réel et se mettre à jour. L'idée, c'est pas d'avoir une cartographie avec des données statiques. Voilà, ensuite, concernant le traitement des données, donc les villes, votre solution ne doit pas se contenter de fournir des données, même si ces données sont mises à jour. Il faut qu'il y ait un véritable service, donc ça laisse la porte ouverte à toutes les technologies de traitement de données, technologies du big data, de l'IA, etc. Ou par exemple pour améliorer la qualité des données des villes. Les solutions doivent être innovantes, évidemment, pas de solutions déjà commercialisées. Voilà, et donc dépasser l'état de l'art des solutions, des applications spatiales. Maintenant, comment, dans les exigences fonctionnelles, comment fonctionne votre solution? Vous devez être en capacité de nous le décrire. Donc tout d'abord, quelques exigences en matière d'expérience pour l'utilisateur. Donc les solutions vont être probablement utilisées par des non-experts. Vous devez être capable de créer une interface compréhensible par les fonctionnaires des villes dans lesquelles vous développez votre solution. Et donc, vous devez montrer que les fonctionnaires pourront l'utiliser de manière facile. Voilà. La deuxième partie, c'est le pilotage de la solution. Les villes attendent un plan structuré et précis de la façon dont vous allez piloter la solution en temps réel, c'est-à-dire comment vous allez faire l'interface avec les villes, de quelles données vous avez besoin des villes, etc. Prévoir un plan de développement. Donc ça, ce ne sera pas demandé dès la première phase, je vous rassure, ce sera plutôt demandé lors de la deuxième sélection, dont je parlerai tout à l'heure. Troisième type d'exigence, c'est l'assistance et la maintenance. Donc si la ville achète la solution, s'engage, qu'est-ce que vous vous engagez à faire en cas de problème technique? Quels sont les services associés à cette solution? Ensuite, passons à la troisième famille d'exigences fonctionnelles. Les solutions vont être notées par rapport à leur pertinence, par rapport aux défis des villes que j'ai présenté plus tôt. Vous avez aussi le joker, donc là, nous noterons la pertinence par rapport à la gestion dynamique des espaces publics. La qualité, vous devez ici
présenter quelques arguments de vente, en quoi votre solution est unique, pourquoi est-elle meilleure que ce qui se fait actuellement, et également qu'est-ce qu'elle fait de spécial. Vous pouvez, et vous êtes même incité à présenter le respect de potentielles normes ou certains standards d'utilisation des données. Ce qui nous amène ensuite aux exigences non fonctionnelles. Donc, encore une fois, voilà, elles sont très larges pour l'instant. Première chose qui intéresse les villes, c'est savoir quel sera l'impact de votre solution, quel impact positif peuvent-elles retirer de la mise en œuvre de votre solution, un impact qu'il soit environnemental, économique, social ou sociétal, donc une vision assez large. Est-ce que cela permet de réduire les coûts d'opération de la ville, de réduire ses émissions ou de gagner en efficacité, par exemple? La vision prospective, c'est-à-dire quelle vision vous avez du marché pour votre solution? Qu'est-ce qu'un déploiement élargi de votre solution permettrait au niveau européen, par exemple? Et la dernière chose, c'est qu'est-ce qui rend votre solution innovante, et donc en quoi elle dépasse, elle apporte quelque chose à l'état de l'art, en quoi elle dépasse ce qui se fait actuellement. Voilà, la dernière partie concerne la faisabilité du projet. Donc, le premier critère de faisabilité, c'est la gestion de projet. Donc, avoir un plan de gestion de projet très détaillé et crédible, avec un calendrier, une méthodologie explicitée, également des mesures de gestion des risques et des mesures d'assurance qualité. La deuxième chose, ce sont les compétences. Alors, les compétences, soit vous êtes une entité seule, qui répond seule, un soumissionnaire unique. Dans ce cas, vous pouvez nous montrer vos expériences précédentes, l'expérience de votre équipe, ses compétences. Mais si vous avez un consortium, il faudrait aussi montrer la pertinence du choix de vos partenaires dans certaines tâches. Dans tous les cas, il faudra préciser l'expérience des équipes impliquées dans le projet. La dernière chose qui intéresse notamment la Commission européenne, c'est la viabilité commerciale de l'application. Est-ce que votre solution peut être mise à l'échelle? Comment? Et comment prévoyez-vous de l'amener sur le marché? Donc, un business plan. On ne demande pas non plus une étude de marché, mais voilà, il faut que vous nous montriez que vous avez les prochaines étapes en tête. Donc, pour rebondir sur l'extensibilité des solutions, donc, les 5 dernières solutions choisies travailleront donc avec un acheteur public et testeront dans 2 autres villes leur solution. Donc, ce qui fait 3 villes tests dans chaque soumissionnaire. Voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour des critères. Maintenant, on va partir. Alors, les questions, je les prendrai peut-être à la fin. La dernière partie concerne le processus lui-même de PCP. Donc, une slide très importante à prendre en compte. Donc, les PCP, pardon, d'abord, sont un outil qui a été mis en place par la Commission européenne aux alentours de 2006 et qui part du principe que les collectivités locales et, a fortiori, les acheteurs publics ont un rôle à jouer dans l'innovation et le développement de solutions innovantes. Le PCP, on peut l'inscrire dans ce qu'on appelle les processus de co-création, c'est-à-dire des processus où on développe une solution directement avec les utilisateurs finaux, comme dans le RFI. Et donc, les PCP n'ont pas une grande antériorité historique avec les données spatiales. Space for Cities, c'est seulement le 3e PCP qui concerne les données spatiales explicitement, et c'est le premier à intégrer, à laisser en tout cas la marge de manœuvre d'intégrer Copernicus et Galileo. Donc dans les PCP, les fournisseurs sont en concurrence à travers 4 phases.
La première phase, c'est celle dans laquelle on est, que je vous ai déjà présentée, la consultation, qui permet de nourrir le cahier des charges. Et ensuite, à partir de l'année prochaine, vers l'été, nous allons sélectionner un premier lot de 20 soumissionnaires, entre 18 et 20 soumissionnaires, qui devront réaliser une étude de faisabilité, pour être bref, et commencer à réfléchir à leur idée de manière plus précise. Il y aura un seul et unique appel d'offres, comme vous le voyez, en janvier 2025. Il sera probablement ouvert 3 mois jusqu'en mars. Et il répartira un premier budget de 720 000 euros. Avec les 18 et 20 fournisseurs sélectionnés, les villes signeront un contrat cadre pour la phase 1 et également un contrat pour toute la durée du PCP. Les consortiums et partenariats qui changeraient durant le projet doivent se faire en accord avec le coordinateur principalement. Ça reste possible, mais c'est à éviter. Donc la première phase, c'est la conception. Vous êtes attendu, sont attendus un plan de développement du prototype et déjà une idée du modèle commercial et de la mise à l'échelle. Il s'agit plus ou moins, comme je l'ai dit, d'une étude de faisabilité qui dure environ 4 mois et qui permet qui peut financer jusqu'à 40 000 euros par soumissionnaire, donc consortium ou entité unique. Je vous rappelle qu'il n'est pas nécessaire de partir de zéro. Il peut s'agir d'une solution sur laquelle vous avez déjà travaillé, des briques technologiques qui ont déjà été utilisées, mais qui nécessitent encore de la R&D, des tests avant d'être commercialisés. Et à la fin de cette phase 1, donc, nous divisons le nombre de soumissionnaires par 2 et en restant avec 10 soumissionnaires restants après une sélection. Voilà, qui nous mène à la phase 2. La phase 2 vise à développer un prototype fonctionnel qui sera démontré dans des conditions de laboratoire, donc pas encore en conditions réelles. Mais il faut également un plan de développement pour un volume limité de premières solutions, une sorte de feuille de route pour le pilotage de la solution. Ici, la durée est de 7 mois et chaque consortium ou entité peut prétendre à 100 000 euros maximum. Et à la fin, exactement comme pour la phase numéro 1, nous divisons par 2 le nombre de soumissionnaires afin qu'une solution soit développée dans chaque acheteur public du projet. Et là, nous passons en test en conditions réelles, c'est-à-dire que vous allez travailler directement avec la ville. Alors, les villes étaient déjà impliquées dans les phases précédentes, mais là, vous allez travailler directement avec la ville, voire dans les locaux de la ville, pendant 10 mois. Et ici, vous pouvez prétendre à 250 000 euros par fournisseur. Voilà, une autre infographie qui vous montre également la logique du PCP, donc une logique compétitive, qui, nous le verrons plus tard, apporte quelques bénéfices. Qui peut candidater à ce PCP? Ce sont les règles d'éligibilité. Donc, en principe, tout le monde, sauf les entités publiques qui sont les utilisateurs finaux. Donc, les entreprises, PME, start-up, grandes entreprises, les organismes de recherche, qu'ils soient privés ou publics, les organisations à but non lucratif également, et comme les associations. Mais pour ces derniers, par exemple, il faut pouvoir montrer que la solution doit être, peut être commercialisée à la fin du projet. Le soumissionnaire principal d'un consortium, l'entité doit être originaire de l'UE ou des 20 pays associés à Horizon Europe. Ça, je vous invite à aller voir la liste sur notre site. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut que les activités de R&D soient réalisées à au moins 50% dans l'un des États membres de l'UE ou des pays associés à Horizon. Donc,
L'implication dans l'OMC n'est pas obligatoire. Mais on remercie quand même d'être là aujourd'hui pour en apprendre plus sur le projet. Quoi d'autre? Les bénéfices du projet, peut-être au-delà du financement qui est peut-être alléchant pour les fournisseurs, c'est d'abord que les entreprises vont connaître tout un écosystème de fournisseurs de solutions qui répondent aux besoins des villes et également un grand nombre de villes, puisque, comme je vous l'ai dit, nous avons déjà une centaine de villes intéressées par le projet. Cela peut déboucher sur de nouvelles collaborations, et y compris en dehors du PCP, évidemment. Deuxième grand avantage, les droits de propriété intellectuelle que vous générez pendant le projet vous seront reversés de droit après le PCP, et rien, ou du moins pas sans votre accord, n'est transféré aux villes ou aux groupes d'acheteurs. Les solutions, comme nous l'avons précisé, doivent être innovantes, donc cela implique de nombreux risques, mais le PCP, en finançant une grande partie du développement, permet de réduire les risques autant pour l'acheteur public que pour le fournisseur. Et ensuite, voilà, comme nous allons soutenir la mise à l'échelle de votre solution en trouvant d'autres villes. Ça fait partie de nos tâches, que vous puissiez avoir une solution commercialisable dans un maximum de villes en Europe. Et enfin, la troisième chose, c'est que les PCP, leur objectif, c'est quand même à la fin de déclencher un marché public classique. C'est-à-dire que après une collaboration fructueuse avec une ville, l'objectif, c'est que la ville en elle-même passe un marché public, voire les 3 villes dans lesquelles vous allez travailler, et permettre un contrat à long terme. Voilà, j'en ai fini avec la présentation de Space for Cities du côté administratif. Je vois qu'on est un petit peu en retard. Il vous reste encore un mois, donc au niveau des activités de l'OMC pour répondre au questionnaire, je ne saurais trop le dire. Pour les villes, vous avez également un questionnaire à remplir si vous voulez donner votre avis sur les cas d'usage, les défis urbains. Pour toute question, il y a encore la communauté sur LinkedIn et l'email. Et enfin, dans le cadre de l'OMC, on se donne rendez-vous le 25 octobre pour un webinaire sur la mobilité urbaine durable. Et si vous êtes à l'IAC ou au Smart City World Congress, voilà, n'hésitez pas à venir nous voir et à demander des informations. De nombreuses villes seront notamment à Barcelone. Voilà, je passe à une partie question. Est-ce que on a une question sur le RFI d'abord? Je ne crois pas. Non. Alors, à quelle date se clôture l'Open Market Consultation? Elle va se clôturer de manière officielle fin octobre. Mais on va dire que si vous, par exemple, pour une réponse au questionnaire, vous répondez dans la première semaine de novembre, on pourrait encore la traiter. Alors, l'événement du 25-10, c'est un webinaire qui fait partie de la série de webinaires, on va dire en anglais, de l'OMC. Le but, c'est un peu comme aujourd'hui de vous présenter le projet, mais cette fois-ci de manière avec une attention particulière sur les besoins des villes, puisque les villes sont présentes dans ces webinaires et qu'elles présentent leurs défis, les problèmes auxquels elles font face. Et pour le 25, en l'occurrence, c'est en matière de mobilité urbaine durable. Y a-t-il un partenaire français dans le consortium de Space for Cities? Non, 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 non. OASC, donc le réseau de villes ouvertes et intelligentes, si on fait une traduction littérale, est basé en Suisse, pardon, en Belgique, donc aucun autre partenaire français. C'est pour ça que nous organisons ce webinaire à l'échelle nationale. Lors de la réponse à l'appel d'offres, non, pas besoin, contrairement au RFI, de venir avec un
avec un entité publique à vos côtés, nous les avons déjà et c'est à elle de vous choisir. Est-ce que les challenges mentionnés sur le site web du projet sont exhaustifs? Les challenges donc, sont généraux, je le répète. Pour le moment, je vous conseille de plutôt vous concentrer sur les sous-challenges qui sont un petit peu plus précis et encore une fois, dans l'appel à projet, nous allons publier les cas d'usage. Donc, vous aurez encore plus précisément des exemples de ce que veulent les villes. Encore une fois, ce sera des cas d'usage présentés à titre indicatif. Donc oui, l'OMC peut modifier. Si un grand nombre de nos réponses nous font part d'un cas d'usage qui n'a pas été identifié par les villes, eh bien oui, nous pouvons changer encore les challenges. Même si, contrairement aux exigences, l'avis des villes est plus prégnant, puisqu'on on part de leurs besoins. L'aspect réel, dynamique des solutions, alors je serais bien normal de vous l'expliquer, puisque c'est encore quelque chose qui doit être défini dans les exigences et le cahier des charges. Mais je prends note de cette question et nous vous mettrons une réponse dans la foire aux questions pour essayer de préciser cela, oui. Le financement multiple est-il aussi bloquant comme pour Oui, c'est la même chose, hein. Il me semble que ce sont des règles européennes. Vous me le confirmerez, Alexis et Robin. Le double financement est impossible. Oui, alors concernant la question de Barcelone, c'est le Smart City World Expo World Congress. C'est celui-ci auquel les villes vont participer. Je peux remontrer les dates si vous voulez. Ici. Alors, les coûts éligibles dans le financement que propose Space for Cities peut concerner soit des coûts de sous-traitance, soit des coûts de temps humain. Donc, pas de part maximale selon nous concernant la sous-traitance. Attention tout de même, si vous sous-traitez à ce que les services soient faits dans un pays de l'UE ou associé à Horizon Europe, à au moins 50%. En fait, cette règle des 50% ne s'applique pas, dans le cas d'un consortium, ne s'applique pas à une entité, mais au consortium en général. Voilà, je crois qu'il y a une dernière question sur les jumeaux numériques. Et bien là, Joker, je fais comme pour la question sur le temps réel et dynamique des solutions. Les villes ont encore du mal à définir cela. Donc voilà, ça reste à définir et on prend bien note de ça. Voilà, c'est tout, à peu près tout. Je pense que... Est-ce que vous aviez des dernières... On arrive pile poil à l'heure de la fin du webinaire. Est-ce que vous auriez des commentaires du côté de Robin et d'Alexis? Pas de mon côté. C'est tout bon. Merci Alan pour l'organisation. Eh bien, merci à vous encore une fois pour... Oui, Robin, pardon. Non plus. Merci beaucoup également pour l'organisation du webinaire. Merci à tous pour votre participation. Merci pour toutes ces questions. Et puis, voilà, nous donnons rendez-vous le 25 octobre pour le webinaire de Space for Cities. N'oubliez pas la date de clôture du RFI le 31 octobre. Beaucoup de dates butoirs à la fin de ce mois. Et encore une fois, merci à vous, Robin, merci Alexis, Sylvie et Jennifer. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Merci, au revoir.